Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Siamo tutti antifascisti, naissance de l'antifascisme. Mais pour que naisse l'antifascisme, il faut bien connaître les spécificités du fascisme. Là où il est né, en Italie, au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec la figure de Benito Mussolini. Mussolini qui se fait remarquer le 11 janvier 1919 à Milan, quand il interrompt le discours de Leonati Bissolati, socialiste réformiste. Imaginons donc un reporter, ce 11 janvier 1919, place de la Scala, à Milan. Ici Silvio Bianco qui vous parle de la Scala de Milan. Avant de prendre place dans la loge dont je vous parle, j'ai vu autour du monument de Leonardo da Vinci des jeunes gens arborant leurs décorations, portant le poignard au côté. J'ai même remarqué un de ces fanions noirs bordés de franges. Et je ne serais pas étonné si tout à l'heure... Mais que se passe-t-il ? C'est le directeur du Popolo d'Italia, Benito Mussolini, qui vient d'entrer dans la loge et qui a été reconnu par les arbitres. Je vais rendre l'antenne pour quelques instants à la station. Ici, la Scala de Milan, à vous, le studio. Le cours de l'histoire. Le studio, c'est celui du cours de l'histoire à la Maison de la Radio et de la Musique. Marianne Matar-Bonucci, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8, directrice de la revue À l'Armée. À l'Armée comme association de lutte contre l'antisémitisme et le racisme par la mobilisation de l'enseignement et de la recherche. Authentiquement, cette nécessité d'alarmer, on vient d'entendre ici un reportage de 1919 qui est évidemment une reconstitution. Que se passe-t-il en janvier 1919 ? Quel est l'état du fascisme à ce moment-là en Italie ? Alors le fascisme naît en réalité en mars 1919, lorsque Mussolini, donc, qui est un ancien militant du Parti socialiste, qui a été exclu du parti parce qu'il était en 1914 sur des positions interventionnistes, c'est-à-dire favorables à l'entrée en guerre donc de l'Italie, lorsque Mussolini donc rassemble une assemblée assez disparate où il y a à la fois des anciens combattants, des nationalistes, quelques socialistes révolutionnaires et des futuristes aussi, pour créer le mouvement des faisceaux de combat qui est le premier avatar donc du fascisme en Italie. Une date qui est souvent avancée, c'est la marche sur Rome, c'est quelques années plus tard, 1922. Alors, oui, après donc ce mouvement qui explique bien au départ qu'il ne veut pas ressembler aux autres partis et qu'il est un anti-parti, ne s'en transforme pas moins en parti national fasciste en novembre 1921 et s'empare du pouvoir donc après la marche sur Rome en octobre 1922 et entre-temps l'Italie a connu une situation de guerre civile avec une violence considérable provoquée principalement donc par les fascistes. Est-ce un coup d'État ? Alors, c'est à la fois, clairement, la violence est présente, et la marche sur Rome veut être une démonstration de force, mais qui aurait très bien pu être réprimée si le roi avait donné l'ordre, donc, effectivement, d'empêcher donc l'entrée des chemises noires dans Rome. Mais l'arrivée au pouvoir de Mussolini a en fait été préparée par des négociations politiques, par des alliances politiques. Donc il y a, c'est pas vraiment un coup d'État, mais la dimension de la violence est présente cependant. Que quelqu'un prenne le pouvoir par la force, ou en tout cas en faisant preuve de violence, c'est quelque chose que l'on connaît bien dans l'histoire, mais ici il y a des spécificités. Quelles sont-elles pour le fascisme italien ? Quel est ce pouvoir que met en place Mussolini ? Alors, je dirais que la première spécificité, c'est que le fascisme est un mouvement, et ça va être important quand on va parler de l'antifascisme,
qui se crée en marchant d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il y a une grande forme de pragmatisme et d'ailleurs l'un des slogans du régime consiste à dire notre doctrine c'est le fait, c'est l'action. Donc il y a au départ un refus des doctrines qui précèdent donc la formation des partis politiques. Mais il y a peu à peu donc effectivement à la fois une pratique du pouvoir qui se met en place et une doctrine qui se constitue, qui ne sera vraiment stabilisée, définie qu'au milieu, à la fin des années 20. Et donc, ça, c'est important de le comprendre et de le savoir parce que les adversaires du fascisme auront du mal à identifier cet objet nouveau, donc pour concevoir une stratégie de riposte. Alors, on peut dire, il y a des débats infinis sur ce qu'est le fascisme, comment il convient de le caractériser, débats en particulier entre historiens et politistes, les historiens essayant de coller le plus possible à la réalité historique, les politistes essayant de dégager une essence du fascisme. Et puis, il faut savoir aussi que le mot a connu un usage inflationniste absolument considérable. Dès l'entre-deux-guerres, on l'utilise en gros pour disqualifier des adversaires politiques. Alors quelquefois ceux qu'on traite de fascistes sont vraiment des fascistes, mais il peut arriver aussi qu'il y ait un abus effectivement de ce mot qui est un mot de combat véritablement. Marianne Matar-Bonucci, vous venez ici d'évoquer une idée qui est fondamentale pour réfléchir à l'antifascisme, c'est la définition à donner au fascisme. Et nous voyons bien que le fascisme en Italie en 1919 n'est pas exactement la même chose qu'en Italie en 1922 et encore sans doute différent de ce que c'est partout en Europe quelques années plus tard, 1922, donc la marche sur Rome. Vous nous avez bien expliqué que le fascisme, ce pouvoir-là, se construit au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est un processus, ce n'est pas quelque chose de figé. 1919, c'est pas 1922, et je pense que dans les années qui suivent 1922, là encore, le fascisme évolue. Oui, parce que dans le premier programme donc du mouvement fasciste, il y a par exemple des revendications que la gauche pourrait tout à fait faire sienne, partage des terres, droit de vote pour les femmes, ce genre de choses. Et peu à peu, ces revendications vont être abandonnées à mesure que le fascisme devient ce qu'il va être, c'est-à-dire une force de répression du mouvement ouvrier, agissant en lien avec les élites donc du pays, avec les élites bourgeoises. Parce qu'il y a un élément de contexte qu'il faut avoir aussi très présent à l'esprit, c'est que l'Italie connaît en 1919-1920 ce qu'on va appeler le biennio rosso, c'est-à-dire les 2 années rouges, lors desquelles se développe un mouvement ouvrier, un mouvement paysan de très grande ampleur, qui fait peur à la bourgeoisie. Les terres sont occupées, les usines sont occupées, à Turin en particulier, ville industrielle. Il y a un vaste mouvement dans lequel Antonio Gramsci, dont on reparlera sans doute, joue un rôle tout à fait important. Et ce mouvement social fait peur parce que n'oublions pas qu'en 1917, il y a eu un événement, comme on sait, en Russie. Et donc, la peur d'une contagion révolutionnaire existe bel et bien en Italie. Peur en partie infondée, parce que ce qu'on voit en réalité, c'est que une fois que les ouvriers ont obtenu satisfaction, augmentation des salaires, etc., le mouvement s'apaise. Et la chronologie du fascisme montre que c'est quand on commence à être dans le reflux de la vague que les chemises noires entrent véritablement en action et déchaînent leur violence. Ce qui fait que certains diront le fascisme, ça n'a pas été une contre-révolution, mais ça a été une contre-révolution préventive pour empêcher l'hypothèse, au fond, d'une révolution. Il n'y avait pas de situation pré-révolutionnaire, donc en Italie. Alors, ce contexte, il est important parce que, si on retourne à la définition du fascisme, le fascisme se constitue contre
d'abord. Il y a contre les Lumières, contre le socialisme, contre le communisme, contre le libéralisme. C'est ce qui est son ADN. Et donc, il définit des ennemis, et c'est parce qu'il fonctionne avec ses ennemis, avec ses cibles, que naît l'antifascisme, qui lui-même est dans une logique adversative au départ, mais qui ne sera pas que cela, puisque peu à peu l'antifascisme va exister comme force de proposition politique. Vous voyez, donc, on ne peut pas faire abstraction, je crois, des dynamiques historiques pour comprendre aussi bien ce qu'est le fascisme que ce qu'est l'antifascisme. D'ailleurs, le mot semble-t-il, apparaît d'abord chez Mussolini, qui l'emploie dans le Popolo d'Italia, qui est le journal donc qu'il a créé, pour critiquer la presse, donc antifasciste. Et ensuite, le mot sera repris, comme on reprend un stigmate, par les antifascistes eux-mêmes pour s'auto-définir. 1917 en Russie, la révolution bolchevique, en Allemagne aussi, le mouvement spartakiste. On voit bien qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, et déjà pendant la Première Guerre mondiale, il y a ces mouvements profonds. L'Italie aussi, donc, connaît ces mouvements-là, mais avant le fascisme, bien sûr, pas d'antifascisme, mais des mouvements de contestation très forts de l'ordre social, économique tel qu'il est. Le fascisme, ici, se met en place, se construisant contre des ennemis, on peut le dire ainsi, dans cette construction au jour le jour presque de ce qu'est l'antifascisme? Alors, il y a ce versant qui est celui donc des ennemis, c'est en effet, mais il y a aussi des valeurs que le fascisme défend, et c'est d'ailleurs au nom de ces valeurs qu'il va combattre ses ennemis. Et le dénominateur commun, c'est l'hypernationalisme. Le fascisme donc est un mouvement hyper-nationaliste, qui naît effectivement en opposition à cette galaxie donc d'opposants qu'on a évoquée, et qui se construit dans l'action un projet politique visant à transformer non seulement la société, mais l'individu sur la base donc de ses valeurs, grâce à la violence. Il y a une exaltation de la violence pour elle-même dans l'idéologie fasciste, au moyen de la violence et d'une dictature, d'État ou de parti. Je dirais, vous voyez, c'est ces éléments-là qui sont présents pour définir ce qu'est le fascisme. Le fascisme n'est pas qu'une simple dictature ou qu'un penchant autoritaire. Il y a ce projet de transformation en profondeur de la société qui en fait d'ailleurs, et certains antifascistes le comprendront très tôt, qui en fait un mouvement totalitaire. Le mot totalitaire naît à propos du fascisme italien et est inventé par des opposants. D'abord un libéral, Giovanni Amendola, qui va lui-même être victime du fascisme. Aussi Luigi Sturzo, qui est un prêtre catholique. Et c'est pas étonnant si c'est un prêtre, notamment, qui comprend cette spécificité absolue du fascisme, parce qu'il voit que le fascisme cherche à concurrencer l'Église, sur un terrain qui est celui de la religion. Et il voit bien que, précisément, donc là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Et nous sommes dans un cadre politique qui est construit en Italie, c'est-à-dire que le fascisme et Mussolini s'inscrivent dans des institutions qui sont déjà en place. C'est ça aussi la force du fascisme, ce n'est pas tout renverser et construire quelque chose de complètement nouveau, ça s'insère dans des institutions préexistantes. Oui, c'est important de le rappeler en effet, parce que ça va aussi contribuer à ce que on ait du mal, et en particulier en dehors d'Italie, à comprendre ce qu'est ce régime nouveau, que les démocraties auront tendance à regarder avec pas mal de complaisance au départ, en se disant, avec beaucoup de stéréotypes aussi, en se disant finalement, dans ce pays qui est un pays d'opérette, d'opéra, et c'est pas si mal qu'on mette un peu d'ordre. Bon, donc tout à fait, le cadre institutionnel reste en place. Mussolini aura souvent la tentation de se débarrasser
l'unité de la monarchie, mais il ne le fera pas parce que l'histoire nationale de l'unité italienne est étroitement corrélée à celle donc de la monarchie de Savoie, et donc c'est le roi qui appelle, après la marche sur Rome, Mussolini à former un gouvernement. Donc certains ont pu dire le fascisme arrive au pouvoir légalement. Il faut quand même préciser que quand il est appelé par le roi, le fascisme est une force minoritaire au Parlement, et donc c'est parce qu'il y a eu la marche sur Rome, ce mouvement de pression militaire, eh bien que il a été appelé effectivement avec les apparences de la légalité, donc au gouvernement. Mais très vite, et du point de vue de l'antifascisme, c'est un moment important, une fois au pouvoir, il va s'employer donc à détruire les institutions démocratiques de l'intérieur avec une première loi qu'il réussit à faire voter par le Parlement, qui change la loi électorale et qui va permettre c'est assez invraisemblable parce que les députés à la majorité ont voté cette loi qui donne à la liste qui arrivera en tête 2/3 des voix lorsqu'elle a remporté plus de 25% des suffrages. Donc comment fait Mussolini? Eh bien, il va s'allier, des listes d'union avec une partie de la droite seront mises en place à ce moment-là, et c'est ce qui va permettre aux fascistes d'entrer massivement au Parlement, alors que jusque-là, ils n'étaient que minorité. Alors, pendant cette période-là, vous voyez, il y a une première phase qui va en gros de la création du fascisme jusqu'à 1925-1926, qui est vraiment la suppression de toutes les institutions, de toutes les libertés fondamentales, où il n'y a plus aucune expression libre possible. Mais donc, pendant cette phase, donc en particulier entre 1922 et 1925-1926, eh bien, les opposants au fascisme, qui sont très divisés, vont quand même continuer à se battre avec l'énergie du désespoir, intervenant, donc utilisant le Parlement en particulier pour se battre contre cette loi électorale dont je parlais. Parmi les députés socialistes les plus connus qui se sont lancés dans la bataille, on peut rappeler le rôle de Giacomo Matteotti, qui, à la Chambre des députés, donc va dénoncer la violence fasciste, mais aussi la corruption qu'il décèle dès ce moment-là dans le mode de gouvernement fasciste, et c'est cette dénonciation qui va susciter la décision donc de Mussolini de le faire enlever, et il sera mis à mort. Or se ascoltarmi state, canto il delitto di quei galeotti che con gran rabbia vollero trucidare il deputato Giacomo Matteotti. Erano tanti, Viola, Rossi e Dumin, il capo della banda, Benito Mussolini. Dopo che Matteotti avean trovato, mentre che stava andando al Parlamento, venne su d'una macchina caricato da quegli ignobil della banda nera. In mezzo a un bosco fu trasportato là da quei vili aguzzini, gli disser con furor: perché tu il fascismo hai sempre odiato, ora dovrai morir qui sull'istante, e dopo averlo a torto bastonato,
di pugnalate gliene dieder tante, così per mano di quei vili traditor moriva Matteotti, capo dei lavoratori. Canta di Matteotti, c'est un chant. Le chant de Matteotti, chant anonyme de 1925, donc on est juste après la mort de Matteotti, qui est ici chanté par Michele Straniero en 1957, avec l'évocation ici de cette figure, Matteotti, député socialiste qui, à la Chambre des députés du Royaume d'Italie, parce que c'est toujours un Royaume l'Italie, prend la parole pour s'opposer au pouvoir fasciste. Donc là, c'est vrai qu'à la Chambre même, nous avons l'antifascisme. Absolument. Il y a encore, pendant cette période-là, donc une forme d'antifasciste intérieur légal, au sens où certaines voix peuvent encore s'élever. Et d'ailleurs, cet enlèvement de Matteotti va provoquer un réveil des oppositions antifascistes. Ce qu'il faut aussi comprendre, et ça va jouer un rôle important dans l'avènement plus largement des régimes fascistes, c'est que les opposants sont extrêmement divisés, et en particulier il y a cette fracture qui est intervenue en janvier 1921 en Italie, comme elle était intervenue quelques mois plus tôt lors du congrès de Tours en France, entre les socialistes et les communistes étant minoritaires en l'occurrence en Italie. Mais donc une gauche est très divisée, il y a aussi des divisions très importantes à l'intérieur même du socialisme, entre ceux qu'on appelle les maximalistes et ceux qui sont plus modérés. Alors, l'assassinat de Matteotti est un choc, donc, parce que c'est un député qui, effectivement, alors il disparaît d'abord, donc il y a une espèce de feuilleton à suspense pendant quelques semaines, et puis son corps donc est finalement retrouvé. L'affaire prend une dimension internationale, et du coup une partie des députés d'opposition, députés de gauche et aussi certains députés libéraux, décident d'arrêter de siéger au Parlement, dans l'enceinte du Parlement, et de siéger à côté. C'est ce qu'on va appeler l'opposition de l'Aventin, en référence à un épisode donc de l'histoire de l'Antiquité où la plèbe donc s'était séparée pour siéger sur l'Aventin. Mais là, il y avait probablement un moment qui aurait pu faire basculer les choses si l'opposition était restée unie, mais ils vont s'épuiser en débat, en querelle, et Mussolini donc réussit à reprendre la main en prononçant un discours le 3 janvier 1925, qui est un discours dans lequel il dit assumer tout ce qui s'est passé et explique que si au fond le fascisme n'a été que l'histoire d'une bande d'assassins, il est fier d'être à la tête de cette bande d'assassins. Bon, et donc désormais, on entre dans une phase où sont édictées ce qu'on va appeler les lois fascistissimes, c'est-à-dire que tous les partis, les syndicats sont supprimés, des pouvoirs considérables sont octroyés à la police, sera mis en place un tribunal spécial pour juger spécifiquement les délits politiques. Autrement dit, on entre vraiment là dans une période de dictature. Alors, vous le disiez, Matteotti s'est exprimé au Parlement. Les antifascistes se sont beaucoup demandé comment il fallait s'opposer à ce mouvement qui jouait, au fond, était sur deux jambes, c'est-à-dire violence d'un côté et l'égalité de l'autre, et ils ont eu effectivement des débats à ce sujet. Alors il y a eu, il faut quand même le dire aussi, des réactions armées
à la violence fasciste. Si l'on fait le compte des morts, il y a eu à peu près 3000 morts dans cette période donc qui précède l'arrivée au pouvoir, et les 2/3 à 3/4 ce sont des antifascistes et le reste ce sont des fascistes. Donc il est arrivé quelquefois que les syndicalistes riposte, donc lorsque des expéditions punitives intervenaient. Les expéditions punitives, ça pouvait être des centaines, voire des milliers de chemises noires qui prenaient d'assaut littéralement des villes ou des villages pour imposer leurs lois. Et il y a une expérience intéressante, c'est la création, donc toujours pendant cette période de guerre civile, de ce qu'on a appelé les Arditi del Popolo, qui est, alors les Arditi, c'était pendant la Grande Guerre, les troupes de choc qu'on a créées à la fin de la guerre en Italie pour aller au combat rapproché donc contre l'ennemi. Et la culture des Arditi est une des cultures, comme la culture de guerre plus largement, qui alimente, qui nourrit l'idéologie fasciste. La plupart des anciens combattants vont rejoindre les mouvements nationalistes et fascistes. Or là, on a l'exemple d'une formation, les Arditi del Popolo, les Arditi du peuple, situés à gauche. Donc il y a à la fois des socialistes, des communistes, des anarchistes, et ils vont réussir quelques faits d'armes. Par exemple à Parme, dans la ville de Parme, ils vont réussir, je crois à 400, à repousser une expédition punitive bien plus importante. Donc voilà un exemple, il y a quelques exemples comme ça, mais en général, la riposte armée est contre-productive. D'abord parce qu'elle nourrit une violence fasciste encore plus importante, et aussi parce que les fascistes bénéficient de complicité au sein des institutions, au sein de la police. Je dirais, ils ne jouent pas dans la même catégorie, et donc assez rapidement la voie des armes apparaît comme étant une voie abandonnée. Alors elle va se reproposer aussi en France ou à l'étranger, puisque on va sans doute parler donc de l'émigration antifasciste, mais il est arrivé donc des heurts violents entre fascistes et antifascistes puissent intervenir donc en dehors d'Italie. Et par exemple, il y a un exemple connu qui est celui de l'assassinat par un anarchiste en 1924 de Bonservizi. Bonservizi, c'était celui qui avait créé le faisceau de Paris, qui était une des figures du fascisme à Paris. Mais là encore, la violence, je dirais a fortiori à l'étranger dans un contexte démocratique, joue plutôt contre les intérêts des antifascistes. Au-delà, si vous me permettez, de ces éléments plus factuels, il y a tout un débat qui divise la gauche antifasciste sur le fait de savoir justement comment il faut s'opposer, et les communistes répondent aux consignes de l'internationale, et l'internationale va osciller donc entre différentes stratégies. Alors au tout début des années 20, dans un contexte où l'Union soviétique est très isolée, pendant quelques années, consigne est donnée de faire des alliances, et puis assez rapidement s'impose ce qui va être érigé en doctrine en 1928, à savoir donc la stratégie dite classe contre classe, avec l'idée que les socialistes, la social-démocratie, est une forme de social-fascisme. Donc, c'est-à-dire qu'on renvoie dos à dos les sociodémocrates et les fascistes. Et donc cette division donc joue effectivement contribue encore une fois à un affaiblissement donc des antifascistes. Et la parole des intellectuels dans cette histoire.
Si quelques mesures plausibles ont été mises en place ou initiées par le gouvernement actuel, il n'y a rien en elles qui puisse se vanter d'une empreinte originale de nature à donner des indications d'un nouveau système politique qui prend le nom de fascisme. Pour cette religion, chaotique et insaisissable, nous n'avons pas envie d'abandonner notre ancienne foi. La foi qui, pendant 2 siècles et demi, a été l'âme de l'Italie renaissante, de l'Italie moderne. Cette foi qui était faite d'amour de la vérité, d'aspiration à la justice, d'un sens humain et civique généreux, de zèle pour l'éducation intellectuelle et morale, de souci de liberté, de force et de garantie de tout progrès. La lutte politique actuelle en Italie servira à faire comprendre à notre peuple, d'une manière plus profonde, la valeur des systèmes et des méthodes libérales. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Raphaël Laloum lisait Il Mundo parce que oui, Raphaël parle italien et il lisait ce numéro du 1er mai 1925 avec la publication du Manifeste des intellectuels antifascistes. Est-ce que la prise de parole d'intellectuels, mais le mot est très large, de gens qui observent la société pour critiquer ce qu'est le fascisme, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voyez apparaître, Marianne Matar-Bonucci, très tôt? Là, on est en 1925, par exemple. Oui, alors ce texte, donc, en fait, a été écrit, pensé, voulu par Benedetto Croce. Alors, Croce, qui n'est pas n'importe quel intellectuel, hein, s'il y a une figure de l'intellectuel internationalement connu et reconnu à l'époque, c'est Benedetto Croce. Donc c'est effectivement un moment tout à fait important, on est encore dans cet entre-deux. Alors pourquoi ce manifeste? Parce que en avril 1925 a été réuni un congrès des intellectuels fascistes, cette fois, et Gentile, qui est l'intellectuel, le philosophe, venu lui aussi de l'idéalisme comme Croce fasciste, eh bien, a publié un texte dans lequel il essaye de proposer une première, justement, définition doctrinale du fascisme et dans lequel il réaffirme la nécessité pour les intellectuels de s'engager aux côtés du fascisme. Alors la position de Croce consiste à dire non, il faut préserver l'indépendance donc de la culture et ce texte sera signé effectivement à un moment où c'est encore possible de prendre position et de s'engager donc par des intellectuels extrêmement prestigieux. Mais je dirais que c'est une forme de chant du cygne, parce que en réalité, peu après, comme je l'ai dit, il n'y aura plus de liberté d'expression possible. Alors les intellectuels, beaucoup vont quitter l'Italie, et parmi quelques grandes figures, y compris des savants, ce qu'on a appelé beaucoup. Il y a une première vague donc d'intellectuels qui vont quitter l'Italie du fait de l'antifascisme. Il y aura une deuxième vague aussi après l'adoption des lois raciales en 1938. Donc, et d'autres restant en Italie adopteront une position de repli, expliquant qu'il faut quand même continuer à faire vivre la culture, une culture, et c'est d'une certaine façon possible, probablement plus possible en Italie qu'en Allemagne, parce que la fascisation du monde culturel va quand même moins loin. Un simple exemple, il n'y a pas, comme en Allemagne, en matière artistique, il n'y aura jamais d'art officiel en Italie. Donc certains vont dire on attend au fond que l'orage passe et on continue à travailler et à produire. Alors un moment important qui montre quand même que cette opposition elle est très réduite. Au début des années 30, Mussolini va demander aux universitaires de prêter serment de fidélité vis-à-vis du régime et il n'y aura que 13 refus. Donc finalement très très
peu quand même. Ah oui, très peu. Benedetto Croce, c'est un philosophe, c'est un historien aussi. Il est l'auteur d'une histoire de l'Europe. Comme quoi nous avons toujours besoin d'historiens et d'historiennes pour analyser la vie politique sans cesse. Et puis, Marianne Matar-Bonucci, vous nous avez promis d'évoquer un autre grand nom lié à cette histoire-là, qui lui aussi est philosophe, c'est Antonio Gramsci. Oui, alors... Gramsci, si vous voulez, quel est le tableau? Donc, quand on est en 1926, donc plus d'opposition possible, quelle est la situation? Beaucoup se sont exilés. Déjà, se sont exilés soit pour sauver leur peau. Certains antifascistes vont venir mourir en France. C'est le cas de quelqu'un comme Piero Gobetti, qui est une très belle figure de l'antifascisme, un jeune intellectuel libéral, mais qui avait travaillé avec Gramsci. C'est le cas également de Giovanni Amendola, qui va être passé à tabac à plusieurs reprises. C'est un libéral et qui va venir mourir en France. Sturzo, prêtre sicilien, fondateur de ce qui sera l'ancêtre de la démocratie chrétienne, va s'exiler à Londres parce qu'il était également menacé. Donc il y a tout un courant qui continue donc à s'opposer en exil. Certains vont chercher à reconstituer, c'est surtout vrai des communistes et un peu d'un mouvement dont on dira peut-être quelques mots, qui est Giustizia et Libertà, vont construire des cellules clandestines donc en Italie, et d'autres se retrouvent en prison, donc condamnés à de très lourdes peines par le tribunal spécial, qui va condamner, je crois que 80% des peines prononcées seront contre des communistes. Donc l'appareil du Parti communiste est pratiquement détruit. Un appareil clandestin se reconstitue qui va être à plusieurs reprises démantelé, et donc Gramsci va passer une partie de sa vie, pratiquement jusqu'à sa mort, désormais en prison. Alors qui est Gramsci? C'est quelqu'un qui est un intellectuel sarde, qui est allé étudier à Turin, qui venait d'un milieu relativement modeste, qui s'est politisé à Turin, engagé d'abord au Parti socialiste, qui a suivi les communistes au moment de la scission, et qui a joué un rôle très important lors de ce Biennio Rosso, en particulier donc à Turin, en jouant un rôle dans les conseils d'usine, les conseils qui s'étaient développés en écho évidemment au mouvement des soviets. C'est un intellectuel communiste, donc qui obéit bien évidemment au dogme de communisme, mais c'est quelqu'un qui est prodigieusement cultivé, prodigieusement intelligent, et qui très vite va afficher sa différence. Il va notamment écrire un article de Genèse qui va susciter un certain remous parce que ça s'appelait, le titre était La révolution contre le capital. La révolution contre le capital, dans lequel il expliquait que contre les prévisions de Marx, eh bien la révolution ne s'était pas produite dans le pays le plus avancé d'un point de vue capitaliste, mais dans la Russie paysanne, etc. Bon, et donc il va continuer à défendre une vue plus éclairée que l'approche sectaire d'autres responsables. Je pense à quelqu'un comme Bordiga, notamment dans l'analyse qu'il fait des soutiens du fascisme. Il comprend assez vite, c'est pas le seul, mais il comprend assez vite que la petite bourgeoisie ou les classes moyennes sont les soutiens du fascisme, et que donc on ne saurait réduire le fascisme à l'expression du grand capital. Donc Gramsci s'oppose. Alors il a des problèmes de santé, il va passer une partie des années de montée du fascisme, il sera à Moscou et à Vienne pour être soigné, puis il rentre en Italie, il se fait élire député, il va commencer à mener bataille à la Chambre jusqu'à être donc arrêté, emprisonné et condamné à des peines très lourdes, et c'est en prison
donc Gramsci va rédiger ces fameux cahiers qui seront publiés après sa mort et dans lesquels on trouve quantité d'éléments de réflexion qui vont nourrir la philosophie politique, donc pas seulement d'ailleurs dans les milieux communistes après la guerre. Et il écrit aussi à sa maman. Mais là encore, il y a quelque chose qui évoque ce que signifie s'engager en politique. Très chère maman, je ne voudrais pas te répéter ce que je t'ai souvent écrit pour te rassurer sur mon état physique et moral. Je voudrais, pour être vraiment tranquille, que tu ne t'effraies pas, que tu ne t'alarmes pas trop, quelle que soit la condamnation qu'on pourra m'infliger. Que tu comprennes bien, même de manière affective, que je suis un détenu politique et que je serai un condamné politique. Que je n'ai pas et n'aurai jamais à avoir honte de cette situation. Qu'au fond, cette détention et cette condamnation, c'est moi-même qui les ai voulues, d'une certaine façon. Puisque je n'ai jamais voulu changer mes opinions pour lesquelles je serais prêt à donner ma vie et pas seulement à rester en prison. Que, par conséquent, je ne peux être que calme et content de moi-même. Chère maman, je voudrais vraiment te serrer fort, très fort, dans mes bras, pour que tu sentes combien je t'aime et combien je voudrais te consoler de cette peine que je t'ai donnée. Mais je ne pouvais pas faire autrement. La vie est ainsi, très dure. Et les enfants, quelquefois, doivent faire beaucoup de peine à leur mère, s'ils veulent conserver leur honneur et leur dignité d'homme. Je t'embrasse tendrement, Nino. Alors, évidemment, ici, Nino, c'est Antonio Gramsci, une lettre à sa mère du 10 mai 1928. Nous sommes après les lois fascistissimes, qui datent de 1925-1926. Quel est l'état de l'antifascisme en Italie même, parce que il n'est plus possible de prendre la parole dans le monde intellectuel, on l'entend, à la Chambre ce n'est plus possible. Que reste-t-il? Une lutte armée aussi? Alors, non. Lutte armée, non. Certaines formes d'opposition, il y aura des grèves au début des années 30, de nouveau à la fin des années 30, mais de manière ponctuelle, extrêmement limitée. C'est essentiellement le Parti communiste, clandestin, qui va faire renaître à l'intérieur de l'Italie une forme d'opposition, en mettant en place donc des cellules clandestines dans les entreprises, en faisant circuler une presse clandestine, des tracts, mais on parle de quelques milliers d'individus. Donc l'opposition intérieure est quand même très très limitée. L'autre mouvement qui va aussi apparaître, mais qui est un mouvement moins ancré dans la réalité sociale, c'est Giustizia e Libertà. Giustizia e Libertà, donc, qui est créé par des intellectuels, en particulier Carlo Rosselli, qui viennent de la mouvance socialiste. Et ce mouvement est vraiment très intéressant parce qu'il montre bien comment, dans l'antifascisme, on essaye aussi d'inventer du neuf, parce qu'on veut penser l'après-guerre et on veut penser le plus jamais ça, c'est-à-dire comment faire pour installer durablement donc la démocratie. Et Rosselli avec d'autres, donc Rosselli qui lui-même est un intellectuel de Florence, donc de Toscane, donc il va être lui aussi persécuté, poursuivi, emprisonné. Il s'évadera du confino, de la relégation. Il se trouvait à l'île de Lipari. Il y a quelques moments comme ça absolument extraordinaires dans l'histoire de l'antifascisme, puisqu'il réussit à s'évader de nuit avec un bateau à moteur donc de cette petite île sicilienne. Il rejoint la Tunisie, donc puis de Tunisie il rentre en France et donc le mouvement Giustizia e Libertà est créé. Alors, en Italie, donc, les seuls acteurs, c'est principalement le Parti communiste et en partie ces réseaux de Giustizia e Libertà qui essayent de faire passer donc une documentation, mais qui est élaborée, le journal Giustizia e Libertà est élaboré depuis Paris. Alors Paris devient véritablement la capitale de l'antifascisme, la capitale de ce qu'on appelle i fuoriusciti. Le mot est intéressant, fuoriusciti, ça veut dire ceux qui sont sortis
dehors, si vous me passez ce pléonasme. Et c'est au départ un mot qui a été employé par les fascistes parce qu'ils ne voulaient pas utiliser le vocable esuli, exilé, parce que ça renvoyait à une tradition noble d'exil qui est celle du risorgimento, dont se réclament aussi bien les fascistes que les antifascistes. Le mouvement pour l'unité italienne qui vraiment règne le 19e siècle. Pour l'unité italienne. Alors, ces antifascistes se retrouvent à Paris. Il y a un très joli livre qui est issu d'une thèse qui sort en ce moment de Diego Di Lettoso, qui raconte justement la vie à Paris de ce mouvement Giustizia et Libertà, et qui raconte comment, eh bien, ces intellectuels se retrouvent dans des cafés, les grands cafés de Montparnasse, la Coupole, la Rotonde, etc. Quelles sont les formes de sociabilité donc qui se mettent en place. Alors, au-delà, ces exilés, donc, vont en France, principalement à Paris, en Belgique, un peu aux États-Unis, Salvemini ira aux États-Unis, Sturzo à Londres, et de là, ils essayent donc de continuer le combat. Les socialistes reconstituent les partis qui ont été supprimés en Italie, en France, et se mettent en place aussi des formations unitaires. Ce que n'avaient pas réussi à faire donc les antifascistes en Italie est fait, mais que partiellement en France. D'abord, en 1922, il y a une Ligue italienne des droits de l'homme qui est créée, qui est une espèce de syndicat d'émigrés, et le spécialiste de ces formations, qui a beaucoup travaillé là-dessus, est Éric Vial. Et en 1927 est créée la concentration antifasciste italienne que dirige Filippo Turati. Filippo Turati, c'est à l'époque la grande figure du socialisme italien, donc. Et au sein de cette formation, on retrouve des républicains, des socialistes. Donc, il y a une volonté de faire d'unité. Ils seront rejoints par Giustizia et Libertà en 1931. Mais il ne faut pas avoir une image trop optimiste de ce qu'est la réalité de cet antifascisme. Ils sont toujours extrêmement divisés. Il y a des luttes intestines qui les séparent, et d'ailleurs la concentration antifasciste explose en plein vol en 1934. Avec cet ouvrage que vous venez de citer, de Diego Di Lettoso, Itinéraire d'un antifasciste, Carlo Rosselli, donc c'est le fondateur et une des grandes figures ici de ce mouvement Justice et Liberté. Moi, je le dis pas en italien, Justice et Liberté, Giustizia et Libertà, c'est cela. Donc, Carlo Rosselli dans le Paris des années 1930, avec ce journal de la documentation qui est sans doute pensée, produite ici à Paris pour être envoyée ensuite en Italie. Nous sommes antifascistes parce qu'en cette période d'oppression féroce des classes et d'occultation des valeurs humaines, nous persistons à vouloir une société libre et juste, une société humaine qui détruit les divisions de classe et de race et qui met la richesse concentrée entre les mains de quelques-uns au service de tous. Notre antifascisme implique donc une foi positive, l'opposition d'un monde nouveau au monde qui a engendré le fascisme. Cette foi, ce monde s'appelle liberté, socialisme, république. Dignité et autonomie de la personne et de tous les groupes humains spontanément formés. Émancipation du travail et de la pensée de la servitude capitaliste. Nouvel humanisme. Un extrait de Giustizia et Libertà, donc le numéro du 18 mai 1934. Dites-nous, Marianne Matar-Bonucci, ici il y a ce que vous évoquiez dans la pensée déjà d'Antonio Gramsci, c'est l'association du fascisme et d'une certaine forme de capitalisme. En tout cas, le fascisme n'est pas une chose qui vit seule, ça naît de quelque part et surtout ça s'appuie sur quelque chose et ça se construit au fur et à mesure, ça s'adapte énormément. Tout à fait. Et Rosselli, donc le fondateur de Giustizia et Libertà,
réfléchit beaucoup et tente d'inventer ce qu'il va appeler le socialisme libéral. Et là, il y a une vraie recherche justement d'une nouvelle élaboration théorique qui prend forme d'une part dans le livre qu'il publie, qui est sous ce titre-là, et qui va prendre forme dans tous les écrits donc de cette revue qui a été étudiée par Thibaut Guichard dans une belle thèse et qui tente aussi, c'était le cœur de la thèse, de développer une forme de contre-propagande justement par rapport à la propagande fasciste, parce que les antifascistes se heurtent aussi à ça, c'est-à-dire ils se heurtent à la police fasciste qui est présente, y compris d'ailleurs à l'étranger. Ils sont espionnés, infiltrés et doivent sans arrêt être sur leur garde de ce point de vue-là. Mais ils se heurtent aussi à une propagande qui a prise sur les communautés d'Italiens émigrés à l'étranger. Et Giustizia et Libertà tente d'inventer justement une contre-propagande avec des photomontages, avec aussi une certaine en tournant en dérision la propagande fasciste. On voit aussi, j'en profite pour citer la jeune recherche, mais Elisa Pareo a fait aussi une jolie thèse sur l'histoire du fascisme et de l'antifascisme dans le Nord Pas-de-Calais, et elle montre bien également comment les antifascistes, alors là plutôt dans une mouvance communiste, eh bien en s'alliant avec les socialistes et les communistes français, tentent aussi, dans les corons, donc, de faire passer un autre discours vis-à-vis du fascisme italien. Alors nous le savons bien, dans le cours de l'histoire, nous le répétons sans cesse, la contextualisation c'est très important depuis le début de l'émission. Marianne Matar-Bonucci, nous le disons, 1919, la naissance du fascisme, c'est pas 1922 la marche sur Rome, c'est pas 1925-26 avec les lois fascistissimes, et ce ne sont pas non plus les années 1930, parce que dans le même temps, en Allemagne, il y a des nazis. En 1933, Hitler arrive au pouvoir. Et puis pour l'Italie, ces années 30, c'est aussi une période de conquête coloniale. C'est un regard vers l'Afrique, vers l'Éthiopie par exemple. Oui, les choses changent à partir de 1934-1935. Entre-temps, Hitler est arrivé au pouvoir. Et à partir de 1935, la nouvelle doctrine est celle des fronts uniques. Donc, et effectivement, désormais, les communistes sont ouverts à des alliances. En France, ça va se concrétiser avec la mise en place de l'Union populaire italienne qui est créée en 1937. Ça se traduit bien évidemment plus largement par les fronts populaires et la guerre d'Éthiopie que vous évoquiez joue un rôle alors complexe parce que la guerre d'Éthiopie, elle met quand même un peu mal à l'aise ces militants antifascistes parce qu'ils voient qu'il y a une certaine popularité de la guerre d'Éthiopie en Italie et popularité en particulier parce que les Italiens sont victimes de la propagande qui leur promet du travail, des terres, etc. En Éthiopie. En même temps, bien évidemment, ils s'opposent à la guerre d'Éthiopie et il y a eu une thèse récemment là-dessus d'Hugo Champagne. C'est assez intéressant de voir comment, justement, à la faveur de la guerre d'Éthiopie, des mouvements qui jusque-là ne se rencontraient pas tellement, les mouvements antiracistes et les mouvements antifascistes, eh bien, commencent effectivement à prendre attache. Alors, bien évidemment, le moment d'engagement très important, où on va mettre pour quelque temps, entre parenthèses, les luttes fratricides, c'est la guerre d'Espagne. Ah oui, la guerre d'Espagne à partir de 1936, où on sent ici qu'on a une cohésion européenne de l'antifascisme, peut-être parce que le mot commence à prendre une définition qui permet d'avoir une union, ou en tout cas la définition est cernée pour le permettre, avec, dans cette volonté de s'opposer au fascisme, on l'entend bien en Italie, dans les années 1920-1930, la difficulté de prendre la parole, tant dans la société civile, ces intellectuels sont muselés, en politique bien sûr, même pour les grèves, pour le monde ouvrier, c'est difficile. Que reste-t-il, Marie-Anne Matar-Bonucci? Vous avez évoqué la dérision ici. C'est vrai que l'humour a toujours une place dans la lutte contre le fascisme. Assis les enfants. Je vous en prie, inspecteur. Oui, notre race est vraiment... supérieure. C'est ça. Je vous en prie. Et c'est ça, notre race italienne est supérieure. En effet, j'ai été choisi, moi qui vous parle, par les grands savants racistes italiens, pour vous démontrer à quel point notre race
est supérieur. Et pour quelle raison m'ont-ils choisi? Est-il besoin de le dire? Eh oui, justement, votre silence est éloquent. Vous avez sous les yeux un original de la race supérieure, un arien pur sang, mes chers enfants. Commençons par une chose apparemment insignifiante entre toutes. L'oreille. Regardez-moi ça. Regardez la perfection de cette oreille. En France, ils rêvent d'avoir les mêmes. Non, mes chers petits, les races existent. Et comment? Mais poursuivons la démonstration. Je vais vous montrer autre chose encore, mes chers enfants. Attention. Le nombril! Non mais regardez ce beau nombril, hein. Quel solideux! Personne n'a réussi à le dénouer, même avec les dents. Les grands savants racistes ont tout essayé. Rien à faire, il est indénouable. C'est l'authentique nombril d'origine italienne, le nombril de notre grande race. Non mais regardez-moi ça. Non, regardez-moi ça. Le nombril authentique d'origine italienne. Le film C'est la vie est belle, avec et de Roberto Benigni. Ici, la scène se passe en 1939, où Roberto Benigni se fait passer pour un inspecteur d'école et se moque complètement des théories racistes. L'humour a une place dans l'antifascisme italien où le pays est tellement muselé que cela n'est plus possible. Alors, l'humour continue, heureusement, à exister, bien sûr. Bon, ça ne pèse pas, évidemment, mais ça aide, comme le diront certains, probablement à vivre et à survivre. Alors, un humour qui est très discret, qui consiste quelquefois à détourner des sigles ou des slogans du régime. Parti national fasciste, PNF, devient par nécessité familiale. La GIL, qui est la Gioventù Italiana del Littorio, jeunesse italienne du licteur, devient Gioventù Incretinata del Littorio, la jeunesse chrétienne, bon, etc., etc. Et on a un indicateur des plaisanteries. Certains hiérarques, c'est le cas de Bottai, tiennent des journaux intimes, et Bottai note à la fin des années 30 que les plaisanteries se font de plus en plus nombreuses et qu'elles prennent de plus en plus Mussolini pour cible. Donc, sans doute, oui, l'humour a contribué effectivement à pouvoir continuer à vivre et donc à lutter contre ce régime. Assiste-t-on à une adaptation par le pouvoir fasciste des attaques antifascistes? Pour le dire autrement, est-ce que le pouvoir fasciste observe ce qui se passe et s'adapte de façon à contourner toute forme d'attaque fasciste, au-delà même de pouvoirs très forts qui existent, parce que un régime dictatorial, on voit ce que c'est, ça existe. Le fascisme, c'est encore autre chose. Oui, alors s'adapte d'abord. Je donne un exemple puisqu'on parlait d'humour. La censure s'exerce sur la vie culturelle de manière moins importante qu'en Allemagne, mais très fortement quand même. Et donc pour le théâtre, tous les scénarios de théâtre doivent passer, évidemment, de cinéma par les fourches caudines, donc de la censure. S'adapte aussi en éliminant certains ennemis. Rosselli et son frère sont tués en juin 1937 par des cagoulards, mais l'attentat donc a été organisé depuis l'Italie. S'adapte en déployant une propagande donc très importante en direction des communautés à l'étranger, en faisant pression aussi quelquefois sur les autorités des pays d'accueil, en leur disant non, c'est pas possible, il faut que vous expulsiez tel ou tel, ce qui fait que d'ailleurs en France, consignes sont données aux militants de ne pas faire de politique, sans quoi ils seront expulsés. On voit bien la complexité ici de ce qu'est le fascisme, et donc de ce qu'est l'antifascisme, puisque les individus mènent des combats. Et l'antifascisme s'inscrit souvent avec d'autres combats, et vous nous l'avez dit, Marianne Matar-Bonucci, le moment guerre d'Espagne est essentiel dans cette histoire-là. Et le prochain épisode dans le cours de l'histoire, c'est No Pasaran, guerre d'Espagne et solidarité antifasciste internationale. Merci vivement à vous d'être venus dans le cours de l'histoire, nous préciser déjà ce qu'est le fascisme et surtout comment se construit l'antifascisme. Totalitarisme fasciste. C'est votre ouvrage aux éditions du CNRS. Merci vivement à vous. Pour finir, il faut un chant antifasciste. Il date d'un peu plus tard, c'est les années 1940, où c'est là qu'il devient un chant international. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ciao,
Bella Ciao, Yves Montand dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, à la technique Anthony Thomas, son, préparation des sons Anna Holweg, émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Sidonie Lebeau, Chloé Rouillon, Tom Hundenstock et Maïwen Guizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, les derniers épisodes du cours de l'histoire en exclusivité sur l'application Radio France.